bonsoir. Alors, où sommes-nous aujourd'hui, Cédric? Est-ce que nous sommes à notre endroit habituel? Non, on est chez notre invité du jour. Exactement, premier invité sur le podcast des petits pédestres. Alors, Cédric et moi sommes deux éléments très chaotiques. Deux éléments qui viennent de faire tomber son micro, par exemple. D'où le chaos. Et moi, j'ai pas pris la bonne accroche pour mon micro, du coup, je suis obligé de le porter aujourd'hui. Voilà, vous voyez. Donc, nous sommes deux éléments très désorganisés et très chaotiques. Et du coup, nous avons choisi un premier invité un peu à l'inverse de nous. C'est-à-dire très obsessionnel, très méthodique, très intelligente. C'est pas une présentation. Euh, Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. je vous présente, du coup, Mathilde. Mathilde cinéphile, Mathilde qui est celle qui m'a finalement montré le plus de films dans ma vie, je crois. Et c'est la première invitée que nous avons aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je suis honorée d'être ici avec vous. C'est une incroyable chance pour moi. Bienvenue chez les petits Ah pédestres. là là. Le début de ta carrière monumentale. En vrai, je suis super émue. Alors, nos milliers, nos millions, nos milliards d'auditeurs te connaissent. Parce que finalement, Mathilde, on la cite assez régulièrement. Enfin, en tout cas, je la cite, je suppose que c'est plus moi, mais assez régulièrement. Ah, moi aussi je l'ai cité. C'est vrai? Ah, pardon. Bien. Le petit coup de Fincher, là, je m'en rappelle. Alors, nous allons traiter d'un sujet vaste, comme d'habitude, et de manière pas organisée, en tout cas pour Cédric et moi. Donc, Cédric, de quoi allons-nous traiter aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Je crois bien qu'on parle du cinéma féministe. Tout à fait. Donc, on s'attaque quand même à un gros morceau. Comme nous, on définit jamais rien, du coup, on va demander à Mathilde de définir peut-être un petit peu ce qu'est le cinéma féministe. Est-ce que ça existe? Est-ce que vraiment... ou alors, voilà, est-ce que ce n'est qu'une invention de notre imagination? Ok. Alors, c'est une grande mission, là, à laquelle tu m'incombes. Je pense que c'est une... Comment dire? C'est très difficile de définir le cinéma féministe. Je pense que la plupart des gens définiraient un film comme féministe ou non en se rattachant au test de Bechdel. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Réalisé par Bechdel, du coup. Alison Bechdel, cartooniste, ouais, BDiste. Oui, c'est normal, il y a des lampes partout, des plantes partout dans cet appart, c'est normal. En 1985, le test de Bechdel, c'est très simple. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui ont un nom et un prénom dans le film? Est-ce qu'elles se parlent et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? La plupart des films, des grosses productions hollywoodiennes failleront à ce test, ce sera un échec. Plus sérieusement, je sais pas si ça existe le cinéma féministe. Après, moi, je dirais qu'il existe des films qui parlent de féminisme ou qui essayent de défendre des points de vue féministes, qui se positionnent sur le spectre d'opinion à orientation féministe, politique. Ok. Et déjà, par rapport à tous nos épisodes... Rien que la définition, elle est vachement bien. Par contre, moi, j'ai plein d'autres cinémas féministes de type... C'est-à-dire Bah, pour moi, toi, c'est un film qui peut défendre une idée féministe, en gros. Oui, qui va se positionner sur une opinion plutôt féministe. Ok, moi, j'ai plein d'autres trucs, c'est... j'avais réfléchi, mais j'ai plus combien de catégories. Mais il y en a plusieurs pour moi. Il y a par exemple une réalisatrice qui va faire des films où anciennement c'était la majorité qui fait des Vas-y. je reprends. Vas-y, reprends. Une femme qui fait des films dits d'hommes, enfin qui a été fait majoritairement par les hommes avant. Je pense à Catherine Bigelow qui a fait pas mal de films d'action à gros budget. Bien d'action, machin, exactement. Ça, pour moi, ça va être du féminisme aussi. Oui, parce que finalement, en fait, c'est féministe parce que du cinéma mainstream, donc globalement consommé, va être produit et réalisé par une femme, et donc du coup va donner de la visibilité à une femme, et notamment là aux Oscars, il y a très peu de femmes qui ont été récompensées, et du coup, en effet, ça peut être féministe de ce côté-là. Je crois que c'est la première d'ailleurs. Je suis pas certaine de moi, mais en vrai, je serais curieuse. Je crois que c'est la première à avoir eu avec des mineurs. C'est la meuf qui a fait Point Point Break. C'est vrai, c'est elle. Oui, Catherine Bigelow. Après, t'as une autre genre, c'est par exemple un film, un espèce de biopic sur une femme forte de l'histoire. Ok. Oui, Nina le documentaire sur Nina Simone. Ouais, ce genre de... Parce que du coup, un biopic sur une femme faible... Ouais, serait pas féministe. Naze comme... Non, t'as raison. Mot toujours. Non, mais t'as bien raison. Piquer. T'as clairement raison. Femme forte, c'était pas forcément tu vois, parce que du coup, rien qu'une femme importante. Mais même tu fais une pas femme insignifiante, ça pourrait être. Et puis c'est que ça devait dire insignifiant, évidemment. Mais
Ouais, mais tu fais vraiment un film sur une femme insignifiante. Non, Enfin, mais qui n'a pas sa place dans le... Attends, comment je me sors de c'est cette dur, merde? c'est dur, hein, c'est dur. Non, mais tu peux faire Non, mais avec deux en femmes soi- qui n'ont pas de grands noms, Mhm. mais ils seront quand même intéressantes. Oui, ou tu peux faire un film sur un personnage féminin nul et fade, parce qu'il y a plein de films avec des personnages masculins nuls et fades, et ça peut être féministe juste parce que le personnage est féminin, tu vois. Tout à fait. Et du coup, parce que des films sur des mecs minables, on en a beaucoup, tu vois, genre... Donc ça peut être une femme faible, entre guillemets, comme ça peut être un homme faible, tu vois. Merci, tu m'as tiré Ah d'un non, je sais pas, d'un quoi. mauvais pas. Alors, je casse un tout petit peu l'ambiance. Donc, ma chère Mathilde, il faut que tu te rapproches du micro. Oui, très bien. Sinon, tout ce qui va être pertinent dans cet épisode ne va pas être entendu, ce qui serait quand même dommage. Ouais. C'est-à-dire que t'auras juste les deux chaotiques qui parlent et finalement toute l'analyse sera perdue. J'ai Donc, augmenté mon niveau normalement, On sait qu'on n'est pas un truc d'analyse, on est juste des copains qui parlent, quoi. ouais, tout à fait. Je voulais juste faire une petite introduction. Alors, normalement, on est censé parler de cinéma, déjà. Donc, et je vais pas vraiment parler de cinéma. Ok. Démarre-toi, Cédric, pour le titre. Voilà, je fais cette intro et après je vous laisserai faire des analyses intéressantes. Moi, il y a un truc dans ce podcast, c'est qu'on parle beaucoup de notre subjectivité, ce qui nous a marqué et plu, etc. C'est très important pour nous. Donc moi, je voulais parler d'un personnage féminin, mais de séries, et de séries animées. Pour moi, ça rentre dans le cinéma. Bon. Alors oui, je suis d'accord avec ça. D'accord, Parce que alors la pourquoi ligne, alors autrefois, le cinéma et les séries étaient deux formes d'art qui étaient assez parallèles, même s'il y avait Ouais, des rencontres. Mais aujourd'hui, on voit que les séries se sont cinématisées dans le sens où ce sont de grands réalisateurs de films et de grands acteurs de films, donc, qui ont Ouais. d'abord commencé dans le cinéma, qui ont migré vers le monde des séries, et notamment il y a eu le streaming qui a permis ça. Après, un des exemples les plus parlants, c'est David Lynch qui était le premier à faire ça, à faire vraiment de la série comme au cinéma, ouais. dans les années 90. Donc il y a eu quand même des essais, mais je trouve que ça s'est vraiment là démocratisé depuis, je dirais, une dizaine d'années. Donc pour moi, en fait, une série, c'est un peu un film de 7 heures. Quelque part. D'accord. Tu vois, une série de 7 D'accord. épisodes. Et une série d'animation, tu dirais aussi que ça fait partie du Oui. cinéma en général. Et Cédric aussi, t'as l'air assez d'accord. Bien sûr. Ok, À partir du moment, c'est des images qui bougent. C'est du cinéma. ok. Ouais. Alors, bon, bah du Enfin, coup, j'écoute mes deux... En vrai, très simplifié. mes deux compères. Donc tant pis, alors dans ce cas-là, c'est très 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 dans le sujet finalement. Bien sûr que Donc, la première personne dont je voulais vous parler, déjà je vais venir à la série. Donc la série c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est une série américaine qui a été diffusée en 2005, donc elle a bientôt 20 ans. Ouais. Aïe, 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 Comment aïe, aïe, aïe. oses-tu nous attaquer Ouais, ça Hector fait mal. C'est une série qui a été très importante pour moi dans ma construction et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Qui, au-delà du féminisme, d'ailleurs, a d'autres vertus. Par exemple, on aurait pu parler de Katara, qui est le personnage principal féminin, qui n'est pas un personnage blanc. Et qui est une femme quand même assez forte. Alors elle a d'autres archétypes qu'aurait une personnage féminin, c'est-à-dire que c'est la diplomate, c'est celle qui est fragile et qui est dans l'émotion, etc. Mais sinon ça reste quand même une femme très forte, je trouve, déjà de base. Donc je trouve que dans d'autres sujets, Avatar casse déjà des codes. Mais moi je voulais vous parler d'Azula. Azula, c'est un personnage féminin qui est un antagoniste de la série. Avec les éclairs, hein. Tout à fait. Et Azula, c'est un personnage qui a des traits psychopathiques, donc qui est une femme avec des traits psychopathiques. Et là où Avatar va pouvoir aller dans le cliché de temps en temps, c'est-à-dire par exemple le personnage antagoniste qui va devenir gentil, il y a tout un personnage antagoniste qui devient gentil, Azula restera un antagoniste, une psychopathe, du début à la fin, on n'arrivera pas à la sauver de ça. Et je trouve que c'est mon personnage préféré de la série, moi. Et j'avais jamais vu ça dans d'autres séries animées. J'avais jamais vu ça dans tout ce qui était animation, film, voilà. Et on essaye de la faire changer, elle ne changera pas. Et elle a été quand même élevée par un père psychopathe, lui, vraiment. Et n'a pas eu de figure maternelle bonne. La figure maternelle d'Azula a toujours été très dévalorisée. Donc voilà. Mon introduction ira sur ce personnage féminin psychopathique dans une série d'animation qui m'a beaucoup plu et que je vous conseille très fort.
que je peux prendre cette tangente du coup? Tout à fait. Ça me fait penser, tu dis personnage féminin fort psychopathique, moi ça me fait penser à Amy Dunn dans Gone Girl de David Fincher. Tout à fait. Avec ce Masterclass. oui, inspiré du roman de Gillian Flynn. Et c'est vrai que la question se pose, est-ce que ce film est féministe ou non? Parce que c'est quand même l'histoire de l'émancipation d'une femme de code où elle s'est retrouvée à être une femme au foyer alors qu'autrefois elle était brillante, journaliste, etc. Ça parle justement de la pression sur les femmes, de la place de la femme dans la société et de cette femme totalement psychopathe, froide comme la glace, terrifiante et pour laquelle on a une fascination, une admiration. Moi, je pense sans clairement borne. que c'est féministe parce que c'est une bonne Oui, antagoniste. En fait, c'est ça. On aura fait un énorme pas en avant dans le cinéma quand on aura de très très bons méchants femmes. Oui, bah après, je pense qu'on en a déjà pas mal, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pouvoir remplacer un personnage au-delà de son genre et son sexe. Par exemple, James Cameron avait fait ça dans Alien, où en fait, de base, le personnage de Ripley, c'était censé être un mec, et il a casté Sigourney Weaver, qui est devenue culte, Ouais. et c'était une des premières fois qu'on voyait une héroïne d'action dans un film d'action. Ça l'a pas empêché de la sexualiser dans un plan où on la voit en petite culotte et débardeur. D'ailleurs, j'aimerais bien parler du male gaze. Ouais. Je sais pas si on le fait maintenant ou plus tard. Fais ce que tu veux, t'as pas de règle ici. Juste sur Gone Girl, parce que c'est un film qu'on a, en plus, je pense, qui nous a marqué avec Cédric énormément, donc c'est très intéressant. Voilà. J'allais dire, c'est devenu, c'est du coup notre, j'allais dire mon, mais du coup je peux mettre dedans, c'est devenu notre préféré de Fincher. Ouais. J'hésite avec Seven quand même. C'est dur, hein, c'est pas facile, mais je pense que c'est devenu en tout cas mon préféré, et c'est ce personnage qui fait que c'est devenu mon préféré. Quoi Amy Dunn. Voilà. Ça, puis je sais pas, une ambiance. Vraiment son aussi. monologue sur Cool Girl, il est incroyable. Vraiment ce monologue où justement elle déconstruit toute la place qu'on a voulu. Tu vois le Ouais, complètement. Oh là là. Et puis Et son elle regard, parle elle te de regarde, quand elle te regarde. Mais ça s'ouvre sur ça. Le film s'ouvre sur, je visualise souvent le crâne de ma femme, et en fait elle se tourne vers la caméra. C'est un regard caméra de Amy Dunn. Et j'ai rarement vu un regard caméra qui m'a fait cet effet-là. Mais la sent. En plus, au-delà de ça, je trouve que la psychopathie est pas quelque chose déjà de très représenté ou de bien représenté. L'autre exemple que j'aurais, c'est Walter White dans Breaking Bad. Qui est une très bonne incarnation de la psychopathie. Et elle, en tout cas, je trouve que c'est en plus assez juste comme façon de représenter, ce qui est, je trouve, rare. Enfin, rare dans ma connaissance à moi, qui est assez limitée, je rappelle. Voilà. Ouais, mais ça t'as une connaissance moyenne plus, donc c'est juste que la moyenne, quoi. Non, moyenne plus, t'as vu plein de classiques et tout ça, la plupart des gens, ils ont pas vu grand-chose, quoi. Enfin, moi, je pense. Après, je suis pas la vérité. Je vais pas être le François Bégodeau de ce podcast. Vas-y, commencer à être vas-y, balance. Donc, le male gaze, on laisse... Aucune idée de quoi vous parlez. Ça me dit rien comme ça. C'est vrai, comme nom. Intitulé, Vas-y, je te laisse. Avec cet intitulé-là, peut-être que je connais l'histoire, mais je connais pas le male gaze, en fait, ça a été théorisé, c'est la manière dont on va filmer les femmes dans le cinéma mainstream et la manière dont on va sexualiser le corps des femmes. L'exemple le plus criant, ça va être Megan Fox dans Transformers, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas le personnage, on le rencontre à travers ses cuisses, ses fesses, la transpiration, ses lèvres, et on a cette manière de découper les personnages féminins par leur corps et de les objectifier. Un autre exemple criant de ça, c'est je ne comprends pas pourquoi ce film est apprécié vraiment, c'est Spring Breakers de Harmony Korine. Je sais pas si vous avez vu. Mais en fait, j'ai vu des critiques, moi. Enfin, j'ai écouté des critiques qui, en effet, l'encensaient beaucoup. Pareil, j'ai entendu que ça l'encensait, mais ça m'intéressait pas parce que je voyais pas l'intérêt de... Ok. Et t'as beaucoup de male gaze, notamment dans le cinéma d'action, donc ça va être, tu vois, la méchante sexy dans James Bond, ou dans Le Transporteur, souvent, enfin vraiment c'est des pièces de viande, enfin vraiment c'est assez terrible, et pour moi, un film féministe, quelque part, la barre est très très basse, ça va être un film qui va pouvoir montrer des personnages féminins en sortant du male gaze. Et on a pu parler de female gaze là récemment avec Saltburn de Emerald Fennell, où en fait c'est une femme qui érotise des corps d'hommes, de jeunes hommes. Et du coup c'est... non mais après je sais pas si c'est considéré comme du female gaze, mais... et du coup c'est pas du tout fait pareil.
en fait, l'érotisation des corps de Jacob Elordi et de Barry Keoghan dans Saltburn n'a rien à voir avec la manière dont Megan Fox est filmée dans Transformers. C'est-à-dire que c'est une érotisation des corps très poétique, avec une mise en scène flottante. Parce que si c'est faire la même chose, mais Non, le genre, non, justement. Bah, forcément, comme c'est fait par les meufs, c'est Ok, beaucoup ok. mieux. Bah, j'espère bien. Parce que la barre est pas très haute. Hein. J'espère que vous ferez mieux. Parce que non, on sait pas faire. Hein. Ok, mais est-ce que du coup, c'est un peu le... Par exemple, là, quand tu parlais, moi, je pensais beaucoup à Scarlett Johansson dans Avengers, par exemple. Euh, Mais du coup, ça, je trouve que c'est un bon et un mauvais exemple, parce que dans Avengers, l'homme... Est aussi Bah, très objectif. Ouais, en fait. Oui, de toute façon. Dans Avengers, globalement... Ouais, Oui, d'accord, oui, mais ça se fait beaucoup moins quand même. Ah, c'est clair. Alors, c'est objectifié, mais c'est pas érotisé. Je trouve qu'il n'y a pas d'érotisme dans les Marvel. Il n'y a pas tant de sexualité que ça. Il y a D'accord. du romantisme, mais je vais jamais regarder un Marvel en me disant c'est sexy, tu vois, ça m'excite. Ah ouais? Parce que le lycra noir, tu vois, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très aseptisé. Ah oui. C'est un peu le McDo du cinéma. Ouais, ok. Donc, du coup, c'est très difficile pour moi d'avoir des pulsions de chair devant un cinéma. D'accord. Pulsion de... C'est archi bien dit. C'est vrai qu'il prend des notes pour les prochains podcasts. J'arriverai jamais à en faire pareil. Autant rester moi-même et dire n'importe quoi. Alors, Cédric, est-ce que tu voulais parler d'une œuvre particulière ou je sais pas, quelque chose T'avais pas fini de décrire ce qui pour toi était du cinéma féministe. T'avais dit que t'avais 5 catégories et je crois que t'en as fait 2. J'ai pas dit de chiffre, mais ça doit être quelque chose par là. Ouais. Qui est dans le genre. Bah, du coup, ça tombe bien, comme ça je pourrais répondre aux 2 questions. Il y a une autre catégorie, c'est aussi les films qui vont parler d'une situation économique et sociale d'un pays, par exemple. Là, par exemple, comme Papicha, c'est un film algérien, il me semble, et c'est l'histoire d'un groupe de meufs qui veulent faire un défilé de mode. Sauf que le pays devient de plus en plus contraignant envers les droits des femmes, et du coup, ça part dans la misère, dans le bordel complet. Et c'est super intéressant parce que c'est super bien joué, c'est assez libérateur. Je vous conseille Papicha, vachement bien. Si je peux prendre cette tangente, là, du coup, tu viens de parler de féminisme intersectionnel. Intersectionnel. Ouais. Excusez-nous. Parce que tu as plusieurs formes de féminisme et je trouve qu'on parle trop du féminisme dit blanc. Et en fait, on va s'intéresser à des films réalisés par des femmes blanches avec des femmes blanches, tu vois. Ah oui. Et dans le féminisme intersectionnel, on va prendre en compte toutes les intersections, donc toutes les discriminations que peuvent subir les femmes dans leur individualité. C'est une convergence des luttes et c'est une remise en question des catégories construites que sont la race, la classe et l'identité. Ah, pardon. Ça aurait été bien si je l'avais fait en une fois. Non, c'est encore mieux. Sexuelle. Moi, j'allais citer Mustang, que j'ai pas vu par contre, présenté à la quinzaine de réalisateurs en 2015. Et pareil, c'est donc des jeunes filles turques qui essayent, 5 jeunes femmes turques qui essayent de se libérer d'un patriarcat étouffant. Ouais, bah c'est à peu près Voilà, c'est ça. dans la même idée, ouais, exactement. Ok. Bah c'est vachement bien. Ah, mais c'est des films qui font du bien un peu de sortir de son point de vue Ouais, très occidental, tourné sur notre culture. Et, Il y a de ça, et puis tu te rends compte que ailleurs c'est quand même bien pire, sans vouloir minimiser ce qui se passe dans nos pays à nous. Mais, Bah oui, non, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est des luttes qui sont tellement complexes et à part entière, et qu'on peut pas forcément, dont on ne peut pas comprendre en plus toutes les ramifications, parce qu'on fait pas forcément partie du problème et que on est déjà très occupé à gérer ce qui se passe en France, tu vois. Par exemple, tu vois, là, sur les films qui se passent dans d'autres pays, donc comprendre la situation politique de ces pays-là, ces films nous permettent de faire l'expérience de ces luttes-là. Ouais, et ça, tu te rends compte que c'est un peu partout, quoi. Ouais. Dans tous les pays du monde, tu vas voir un film qui dénonce telle situation Ouais, c'est généralisé, quoi. Dans le monde entier. Ah ouais, pas une bonne nouvelle. Moi, j'allais prendre un autre exemple random. Vas-y. Et ensuite, j'avais aussi une question. Alors, l'exemple random dont j'ai déjà parlé, en fait, ce que j'essaie de vous raconter, parce que ça a été rare de pouvoir s'identifier à des femmes dans mon enfance et de me dire, ok, ça, c'est ce que je voudrais être.
Voilà, ce qui est très très... Enfin, en tout cas, j'ai rarement senti ça. Mais tu voulais être quoi, du coup? Je voulais être Azula, finalement, donc une D'accord. psychopathe hyper forte pour défoncer les gens. Je comprends un peu. Ce que je comprends, voilà. Ouais, bah, complètement. Et j'ai beaucoup voulu être Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, alors, Badass. je dirais pas du tout que Miyazaki a toujours fait des personnages féminins forts, parce qu'il y a souvent cette notion de elle a quand même besoin d'un homme. Elle a quand même besoin d'être sauvée par un homme, globalement, Elle est ça arrive. dépendante. Dans Chihiro, c'est quand même... Il y a des personnages féminins forts, mais il y a quand même cette notion Mais moi, de... ça m'interroge là ce que tu dis, personnage fort. C'est quoi un personnage féminin fort? Alors, elle a pas besoin d'aide. Elle a pas Elle est besoin qu'on la autonome. sauve, elle a pas besoin... je pense que je le vois comme... Là, quand je le dis, je pense à ça. De l'indépendance. Ouais. Chez le Ouais, personnage. on n'a pas besoin de la sauver. D'accord. C'est pas le personnage qu'on va sauver, parce que je pense que dans mon enfance, c'était 90% des Oui. personnages féminins. La demoiselle indépendante. Donc pour moi, quand j'étais petite, personnage fort, ça voulait dire ça. Ça voulait dire personnage qui n'a pas besoin d'être sauvé. Alors que dans Mononoke, il essaye de la sauver, hein, le personnage masculin, mais elle s'en bat les couilles. Et en plus, elle aide pas, et elle s'en fout, et elle a pas besoin de lui, et du début à la fin. Donc voilà, Princesse Mononoke, autre personnage féminin qui m'a beaucoup aidé dans mon enfance par ailleurs. Voilà. Moi, je pense que Mulan, en vrai, ça m'a Ouais, c'est vrai. Ah, pas clairement, mal... ça a pu mettre des premières graines. Ah, Surtout dans la culture Disney. C'était pas Jojo, quoi. La femme. d'ailleurs, quand on parle de Mulan, on faut arrêter de dire que les chansons de Mulan sont sexistes. C'est le but des chansons, de Ouais. critiquer ce qu'ils J'ai sont en jamais train de faire. entendu ça. Je trouve ça Chanson débile Mulan, comme c'était argument. sexiste. Ah ouais, Unpopular non, c'est ça. opinion. Ouais, grave. c'est débile de dire ça, c'est le Bah, propos des chansons. C'est qu'en fait, c'est fait une pour. critique de la société sexiste chinoise de l'époque. Oui. C'est ça. Pardon, laissez-moi écouter ça et Alors, j'adore cette notion de petite graine, hein, c'est un peu ce qu'on dit souvent avec Cédric, donc ce qui a planté ces petites graines-là. Je sais pas si Cédric, toi, t'as pu ressentir ça, c'est-à-dire que t'as pu te dire, ok, ce personnage féminin enfant, ou quand t'étais enfant, ou ado, tu vois, je me rends pas compte. Non, quand à petit, je me cherchais pas à m'identifier ou quoi. J'étais juste admiratif et tout ça. Mais après, moi, j'ai pas eu besoin Enfin, ce sentiment-là, si je l'avais eu, il aurait été facilement remplissable. Je sais pas comment dire autrement, mais comme il y a des héros modèles tous les coins de rue pour les hommes, moi, j'ai pas eu ce problème-là, tu vois. Ouais. Et je sais plus. Alors, je sais pas si Et je c'est quoi cherchais à m'identifier, hein, j'étais pas sûr de rechercher un personnage féminin. Ouais, bien Je sûr. pense que je m'identifiais clairement. Dans les Disney, je me Ouais, projetais. mais je pense pas que je cherchais ça. C'était Comme ça. malgré... Ouais. Je pense pas que je me disais, je vais regarder C'est ça pour important. m'identifier. Non, c'est très Non, mais important parce que de tu me dis, j'allais Et pas le fait chercher de se ça. reconnaître à l'écran, Ouais. c'est très important. Ouais. Euh, Mais du coup, Parce toi, que forcément, les- t'avais trop de modèles, en fait, Bah ouais, déjà. c'est ça. ça n'en fait Peut-être, mais tu vois, ceux qu'on disait les modèles, je savais que j'étais absolument pas à ce niveau-là, donc je pouvais pas m'identifier. Ah bah bien sûr. Mais tu vois, c'est pas en mode oh, j'aimerais être comme lui, bah non, parce que j'y arriverai jamais. Ouais, ok. J'aurais jamais pu être un Super Saiyan. Pourtant, j'ai essayé, mais tu Ouais. vois, c'est des... Oui, mais tu vois, toute l'humilité, la bienveillance de Sangoku, c'est peut-être des valeurs auxquelles tu t'es quand même identifié, que tu... Enfin, Ouais, c'est des tu belles vois, valeurs, ouais, c'est pas que- tellement le fait qu'il est ultra musclé et qu'il va taper tout le monde, tu vois. Ah ouais, non, Que clairement t'as pas. pris. Ouais, c'était cool aussi quand même, mais il y avait des sacrés bastons quand même, mais c'était pas le plus important. Enfin bref, pardon, j'ai Et complètement... il y avait une deuxième partie à la question et j'ai répondu qu'à la première. Non? Ah, t'avais une question. Ah oui, non, C'est- c'était pour Cédric. Ah, les petites graines? J'ai demandé les petites graines. Ouais, qu'est-ce que tu par la petite graine? C'était, est-ce que t'avais des figures féminines qui ont planté des graines dans ton identification à la femme qui t'ont plu quand t'étais enfant ou adolescent? Oula. Comme, Mononoke, Mulan, tu vois, c'est tout ça que je... Est-ce que ça existait chez toi ou est-ce que non, parce que, voilà. Ouah, j'ai pas réfléchi à ça, faudrait que j'y réfléchisse plus sérieusement. Non, après, j'ai eu des crushs à la con, quoi. Ouais, ce qui est pas pareil. Ouais, Alors, sinon, peut-être que des moi, petites c'était des crushs. graines, je sais pas. Après, pareil, dans Dragon Ball, les femmes, elles sont fortes, même si elles sont minoritaires et très très peu vues. Genre Chichi qui met des bastos à tout le monde, ça c'est cool, tu vois. Ouais, je vois. Il y a ce genre de truc. Ok. Non, j'ai pas de... non plus de modèle féminin. Enfin, je n'en avais pas eu, peut-être que maintenant j'en ai. J'avoue que j'ai pas réfléchi à cette Pas de question-là problème. du tout. Ok, ça marche. Ma question, c'est que, à la base, parce que ça c'était une autre question évidemment, c'est que j'ai toujours peur de me faire avoir. C'est-à-dire de regarder des trucs que je pense féministes qui ne le sont pas du tout. Donc je voulais te demander, Mathilde, est-ce qu'on peut essayer de ne pas se faire avoir? J'adore cette question. Elle est super parce que finalement, je pense que
la manière dont on consomme du cinéma, c'est beaucoup Hollywood. Ouais. Et c'est une machine très cynique qui a bien appris à jouer avec les codes et à nous appâter tel un fuckboy en premier date qui dit qu'il a lu Mona Chollet. Alors tu vas te la mettre à l'envers derrière. Donc finalement, moi je me suis beaucoup posé la question vis-à-vis de Barbie, sorti en Ouais, 2023, ouais. alors quand il est sorti en juillet, j'avais été dans une sorte d'euphorie d'acceptation totale du film, et puis après j'ai laissé ça un peu macérer, j'ai réfléchi, j'ai écouté des critiques, et c'est vrai que le féminisme, entre guillemets, présent dans ce film, enfin, est-ce qu'il n'est pas absolument consensuel? Est-ce qu'il aide vraiment la cause? Est-ce qu'il va parler aux gens? Est-ce que c'est pas juste le capitalisme du féminisme quelque part? Parce que c'est Ouais, mais tu vois, très orienté vers la faut consommation. juste le prendre avec ses bons et ses mauvais côtés. Il y a des choses qui n'avaient pas été dites avant Barbie, mais c'est une pub. Faut juste le prendre de ce côté-là. Pour moi, mon avis, c'est ça. C'est un bon film, mais il faut prendre la part de Mattel dedans. Ouais, bah la part d'Hollywood dedans, moi je dirais, hein, la part des producteurs et du cynisme hollywoodien. Ouais, Après, comment ne pas se faire avoir? Tu peux te questionner sur lorsque tu es confronté à une œuvre et que tu te demandes est-ce que c'est féministe ou pas, et tu peux essayer de t'interroger à propos des personnages féminins. Est-ce que ils sortent des codes de ce que tu as l'habitude de voir? Qu'est-ce qu'ils représentent? Quelle est l'intention du réalisateur dans ce film? Est-ce qu'on va essayer de te faire passer un message? Si oui, lequel? Est-ce qu'on va vraiment chercher à empouvoirer les femmes, ou est-ce que, comme par exemple ce que Marvel peut essayer de faire croire avec des héroïnes comme Black Widow, Ouais. etc., ou même le DC Universe, ou est-ce qu'on continue pas de nous donner des personnages sans psychologie, sans réels enjeux, toujours autant objectifiés Ce que j'ai personnellement, mais du coup, ce que j'ai personnellement pas eu dans Barbie. Enfin, moi non, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, j'ai pu ressentir un. Ouais, j'avais pas forcément vu ça. Ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Ça Moi m'a aussi, fait ça du m'a bien. fait du bien sur le Voilà. moment. Hein. Parce Ouais. que quand j'ai vu le film dans la salle était comble. Et justement, il y a ce monologue féministe, voilà. Il veut être une femme, il est là. Et tu vois, Oh, vraiment l'actrice. dégoulinant. Enfin, en y repensant maintenant, je me dis quand même, c'est un peu Ouais, mais Bah, c'est facile. pas mon truc Et préféré je dans le film m'étais d'ailleurs. Hein. questionnée dans la salle, je me disais, là, il y a... Parce que, alors moi, il faut savoir que je me suis très longtemps cachée. J'ai eu très longtemps honte d'être féministe. Parce que pour moi, si je disais que j'étais féministe, on allait me prendre pour une chieuse. Et j'avais moins de chances que ma parole soit prise en compte, quoi. Enfin, je pense que j'ai grandi dans un truc très oppression Ouais. de ça. Féministe, c'était égal fémène. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de nuance. Et c'est vraiment récemment où je me suis autorisée à me revendiquer, à être militante de ce côté-là. Mais je me disais, dans la salle, là, est-ce que vraiment, il y a beaucoup de gens à qui ça va parler? Ou est-ce que, parce que j'ai l'impression que moi, dans mes petits cercles de gauche, intello, on est super féministes, tu vois. Mais dans la masse, finalement, est-ce que ces questions-là, la masse, je dis pas ça de manière arrogante, Ouais, je bien fais sûr. partie de la masse de gauche élitiste, mais je fais partie de cette masse. mais est-ce que, voilà, le tout venant, les gens qui n'ont pas trop de connaissances, même comme ce que tu disais tout à l'heure en cinéma et même en féminisme, est-ce que eux ils vont bien prendre ça? Qu'est-ce que ça va leur faire? Est-ce que ça va les effracter? Est-ce qu'ils vont être d'accord, pas d'accord? Et c'était marrant parce que donc du coup je suis psy aussi et je voyais un peu chez les patients, ils m'en parlaient. Parce qu'ils avaient vu Barbie et ils en parlaient dans leur famille et tu voyais en fait l'influence du film et les questions que ça venait soulever dans les rapports hommes-femmes dans la famille. Je pense qu'il y a aussi un contexte particulier avec Barbie, c'est qu'il a extrêmement bien marché et on en a extrêmement parlé. Donc les gens ils vont s'attendre à un chef-d'œuvre du cinéma. Ouais. Et ça peut jouer là-dessus. Ils peuvent passer à côté du propos parce que c'est pas au niveau qu'ils attendaient. Ah, mais ça, ou c'était machin, la campagne marketing, je sais pas si vous en Ouais, Barbenheimer. ouais. Là, ça a été extrêmement réussi. Mais oui, le film était très attendu. Il y avait une hype autour C'est de pour ça. c'est pour ça qu'il y a Greta été- Gerwig, réalisatrice, Ouais. signée, soi-disant indé américain, pas tant que ça en réalité. Hein. Et donc forcément, Greta Gerwig, elle devait avoir une pression de fou. Elle était attendue au tournant. Et finalement, ça s'est bien passé pour elle. Et quand tu parles du coup de la massification, c'est-à-dire que ça a été le film de l'été, quoi. Enfin, il y avait tellement de gens que je me dis, en effet,
quand tu parles là de tes passions, ça fait, pour moi, c'est déjà énorme en fait. Oui, mais oui, tout à fait. C'est déjà énorme que ça ait pu permettre de parler de certains sujets. Ouais. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus insensible à tout ce qui va être pub parce que je m'en bats les couilles. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus éloignée de ça. Enfin, Barbie, je m'en fous. Enfin, tu vois, t'es même pas dans un truc Barbie en fait, dans ma tête. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait ça pour faire un film féministe ou ils ont fait ça pour vendre des Barbies. Bien sûr, bien sûr. C'était le seul problème Ou du ce que du dit film. Mathilde, le capitalisme en général. Pour continuer de vendre des films avec Margot Robbie et Ryan Gosling, et c'est ça aussi. C'est que, en fait, on consomme pas que des Barbies à travers Barbie, on continue de consommer Hollywood, tu vois, en boucle. De voir Margot Robbie ou Ryan Gosling, ça pose moins de problèmes qu'on me force à consommer de la Barbie. Quoi. Oui, mais en même temps, t'es pas le public visé pour les Barbies. Quoi. Bah pourquoi? Je pourrais avoir des Barbies. J'ai une Barbie astronaute. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé que forcément le film va avoir de la visibilité, donc moi j'ai un côté un peu chaotique, tu vois, qui me pousserait à ce que ça... Alors après, il y a quand même... Le film aborde... très légèrement la culture du viol, enfin il essaye quand même d'aller sur le sexisme ordinaire, le patriarcat, mais je sais pas, moi j'aurais bien aimé par exemple un trope que je déteste et qui m'effraie et m'insupporte, c'est que dans les films d'apocalypse zombie ou les films d'apocalypse tout court, les femmes elles ont pas de poils. Alors que je me dis, est-ce qu'elles ont le temps de s'épiler? Je suis désolée, elles passent leur temps à courir. Et genre, elles font comment pour leur... Il y avait ça dans The Last of Us, il y avait un moment où on voit qu'elle trouve des tampons et qu'elle est trop contente, tu vois. Mais je me dis, voilà, alors, enfin, ils vont dire, c'est quoi cette féministe en carton? Elle parle de poils, enfin, super. Mais en fait, c'est parce qu'on polisse le corps des femmes. On continue de nous vendre et de nous oppresser et de nous faire perdre du temps à nous enlever nos poils et à nous vendre des produits. Alors t'imagines le temps qu'on pourrait dédier si on s'épilait pas, quoi. Alors, j'y passe pas beaucoup de temps personnellement. Donc ça va. Ouais, c'est très féministe. Mais ouais, j'entends bien sûr. Et du coup, Barbie, il est très ambigu en fait. Je pense pas qu'on puisse être totalement tranché. Non, il est pas du tout féministe ou il est complètement féministe. Alors, une des autrices féministes que je préfère, Ovidie, avait écrit avec une autre autrice, pour le coup, plus radicale, vraiment de haine. Elles avaient défoncé Barbie. C'est vrai. Mais voilà, pour le côté, pas parce que en même temps, c'est des féministes radicales. Donc, le féminisme 101 de Barbie, pour elle, c'est... Bien sûr, mais j'entends d'une certaine façon, je comprends la critique, enfin, je comprends le... C'est vrai que je sais pas, tu me regardes avec un air de... Non, je t'écoute. Ah ok, tu m'écoutes, j'étais pas sûre. Et donc je comprends vraiment, et c'est vrai que moi, tout ce qui est radical, de toute façon, c'est très compliqué pour moi, donc voilà. Mais j'entends, c'est bas de plafond, quoi. Mais, c'est une introduction, les gens ils sont pas prêts pour un truc... comme ça, elle attaque directement sur toutes les valeurs. Je pense que c'est une introduction. Ça existe, Ça serait bien, j'aimerais bien. Ah, mais ils ont pas le même... Ils ont pas la même audience, du coup. On est d'accord. Mais d'ailleurs, il y a un post Tumblr qui dit que... Quelle surprise. Oui, c'est ma source numéro 1. Qui dit que Pauvre créature, c'est Barbie pour les gens qui ont des maladies mentales. Moi, c'est un exemple. Donc, c'est un film que j'ai vu il y a très récemment, du coup, Pauvre créature. Donc, de Yorgos Lanthimos. Et moi, j'ai aussi eu une vibe de putain, moi, j'avais pas vu une femme mise en scène comme ça. Et j'ai écouté une critique qui disait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il disait c'est pas du tout féministe, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, je me fais avoir, en fait. Non, moi, je suis pas d'accord. Enfin... notamment, il y a tout un segment sur le travail du sexe que je trouve très intéressant et plutôt rare, où vraiment, ils en parlent beaucoup de... voilà, je sais pas si je peux spoiler le film, mais... faites ça sans moi. Non, je vais pas spoiler du coup. Non, je vais pas spoiler. Mais j'ai trouvé que c'était très pertinent et rafraîchissant. Ouais, exactement, c'est rafraîchissant. Je dirais pas qu'il y a... Oui, alors ça va pas te spoiler des séries, t'inquiète pas, mais oui, il y a beaucoup de scènes de sexe, et les scènes de sexe sont très... phallocentrées. Graphique. Oui. Alors graphique, mais quand même très centré sur l'homme. Oui, ok, c'est vrai que ça fait pas tout. Il y a une scène de sexe lesbien. Voilà. Moi, je suis désolée. C'est déjà pas mal. Grave. Et il y a des trucs en effet rafraîchissants. Oui. Vraiment que moi, et y compris des personnages masculins féministes. Oui. Un personnage masculin que je trouve ou qui n'est que qui est l'allié. Ouais, complètement. Par essence. C'est-à-dire que si vous voulez
si vous posez la question comment être un allié, bah vous faites comme ce personnage dans le film, quoi. Ouais. Enfin, Et j'ai des moments essaye, de... quoi. Ouais, il est du essaye. 18e siècle, donc, Il essaye. Et du coup, j'ai des moments de découragement comme ça, où quand je vois un film et que j'ai un oh, ça fait du bien et tout, et après j'écoute une critique qui me dit non, mais en vrai, c'est du féministe à 2 balles et c'est de la merde et t'as rien compris. Et je suis en mode genre, on pourra toujours dire ça sur tout. ouais. Et puis si toi ça t'a fait du bien, n'aie pas peur de dire que toi ça t'a fait du bien parce qu'il y a 2 connards qui se prennent pour je sais pas qui. Merde, à un moment donné, laissez-nous aimer le cinéma comme on veut. Non, mais c'est vrai, c'est quand même réalisé par un gars. Enfin voilà, tu pourrais te poser des questions. Bref. Ouais, d'accord, mais si pour être féministe, il faudrait que ce soit que des réalisatrices. C'est sûr, c'est sûr. Dans la merde. Hein. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit pas qu'un film soit réalisé par une femme et où t'aies des personnages féminins. C'est clair. Féministes. C'est clair. Tu peux avoir complètement des horreurs pas possibles. L'écriture avant tout. Ils avaient essayé un peu de féminister, entre guillemets, le reboot de... Enfin, voilà, ils avaient fait un truc sur Harley Quinn. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film. Moi, j'avais pas vu, hein, mais... Birds déjà... of Prey, ils avaient vraiment essayé, quoi, de jouer là-dessus, mais non. Le personnage, déjà, de base, est pas très... à même à faire un film féministe. Non. Mais tu voyais bien le cynisme, encore une fois, hein, de vouloir justement ramener Tumblr. Ça a très bien marché. Hein. Ça s'est bien marché que ça ? Ça a pas mal marché chez le public. Que du mal, cette merde. Ah non, les critiques ont détesté, par contre, le public a... On s'en fout, le public. Après, tu dis que les critiques sont trop élitistes, alors du coup, on n'écoute plus personne. Hein. Bah non, écoutez que vous-même. Non, j'adore apprendre des autres, j'adore écouter des gens parler de cinéma. Alors, est-ce que tu as envie de parler d'œuvres ? Est-ce qu'il y a une œuvre dont tu avais envie de parler ? J'en ai plusieurs en tête. Je trouve, moi aussi. Donc, un film, moi, qui m'a fait un effet coup de poing, donc je ne me suis toujours pas remise. Je pense que vous l'avez vu tous les deux. C'est Promising Young Woman. Ouais. Non, j'ai toujours pas vu. Non, les scènes de viol, ça me fait peur. Oh là 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 là. Pardon ? Les scènes de viol, ça me fait peur. Ah bah alors moi j'ai une intolérance à ça, c'est-à-dire que c'est un trigger absolu, je ne peux pas. J'ai pas pu voir The Girl with the Dragon Tattoo pour ça. Il y a plein de films que je ne peux pas voir. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous avez peur de choses dans des films, et si vous parlez anglais, d'aller sur doesthedogdie.com et vous avez la liste de tous les triggers. Donc comme ça, vous pouvez voir si vous pouvez voir un film ou non. Ouais. Et il n'y a pas dans Promising Young Man de scène de viol. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de viol, qui parle de culture du viol, qui parle d'agression sexuelle, mais il n'y a pas à proprement parler de scènes choquantes de viol. Ok, bah, je sais pas si c'est ça que j'ai entendu, donc tant mieux. Non. Paprika est bien plus vénère à ce niveau-là, d'ailleurs, Cédric. Ouais, je suis plein de contradictions. Après, si je peux pitcher Promising Young Un Woman, peu, ouais. Je connais un peu. donc avec Carey Mulligan, une actrice anglaise, réalisée par Emerald Fennell, je crois que c'était son premier film, réalisatrice australienne. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Saltburn. Et en fait, qui raconte l'histoire de Cassie, donc une jeune femme qui vient d'avoir 30 ans et qui a perdu sa meilleure amie, qui s'est suicidée, en fait, on le comprend au fur et à mesure, suite à un viol. Et en fait, lorsqu'on découvre Cassie dans le film, en fait, son passe-temps, la nuit, c'est d'aller dans des bars et de faire semblant d'être trop bourrée, pour que des mecs l'agressent et pour qu'elle puisse les confronter. Et le film joue au début sur cette ambiguïté de est-ce que ça va être un thriller, qu'est-ce qu'elle leur fait, est-ce qu'elle les tue, comment elle va orchestrer cette vengeance, et le film va vraiment te surprendre, parce que tu crois voir un film dans certains genres et en fait ça part dans d'autres sens. D'ailleurs il y a Bo Burnham dans ce film. Il y a Bo Burnham dans ce film. Voilà, et c'est un film pour le coup qui parle de viol et de ses ravages et de la culture du viol, la manière dont elle est perpétrée par les pères, donc les autres femmes, par l'autorité, parce que voilà, ça s'est passé dans le cadre de la fac, de l'université, enfin voilà. Et et le film est radical, c'est-à-dire que la fin est un choix, enfin, c'est un parti pris, le tout avec une mise en scène extraordinaire, enfin, évidemment, esthétiquement, c'est à tomber par terre, mais c'est pour moi un des films qui incarne le plus ce que c'est le féminisme pour moi, avec cette notion de rage féminine. Alors, en tout cas, j'ai adoré ce film, donc je pourrais que aller dans ce sens. J'ai trouvé que c'était exceptionnel, que ça te fout une énorme claque. J'ai eu tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti est-ce qu'on est en effet sur quelqu'un de plutôt psychopathique qui va aller tuer en fait ses agresseurs, etc. pour se venger.
Voir un film comme ça me dérangerait pas d'ailleurs, je crois. Non. Et pas du tout. Les personnages masculins qui jouent d'ailleurs très bien, dont le personnage de Bob Burnham. Alors, pour resituer un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire pas grand monde, Bob Burnham a réalisé le film préféré de Mathilde qui s'appelle Inside. Oui. On en parlera peut-être une autre fois parce que là ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire, c'est pour ça qu'on insiste. Pas un film féministe. En tout cas, voilà, c'est pas dans le thème, c'est pas là-dedans. Quoique, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de cette. Feminist until there is a spider. Qui est donc qui joue dans ce film et qui est un personnage absolument incroyable, je trouve, qui joue très très bien. C'est un film que je conseille vraiment. Voilà, vous n'avez jamais vu ça et c'est pas condescendant, c'est pas trash. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est vraiment génial. Oui, c'est très stylisé. Et pour conclure sur ce film, pour ajouter un peu d'intersectionnalité, une autre œuvre qui parle justement du viol, de culture du viol et des dégâts du viol, c'est une série réalisée par Michaela Cohen, où elle joue et c'est produit et c'est écrit par elle. Et donc c'est une actrice, réalisatrice noire londonienne. D'accord. Voilà, je vous conseille extrêmement fort cette série. T'as dit le nom de la série ? I May Destroy You. Ah, je l'ai En zappé. 2020, je crois. Excuse-moi. Ça avait été un scandale parce que Emily in Paris avait gagné des Emmy cette année, alors que franchement, I May Destroy You aurait dû tout rafler. Faut pas regarder les récompenses. Non, mais je sais, je me fais du mal. Arrête de te faire du mal. C'est bien que c'est des connards entre eux qui votent pour des trucs qui. Ouais, qui se branlent mollement, quoi. Ouais. Cédric, je t'ai vu fouiller un petit peu. Ouais, chercher. Et un film plutôt récent, ouais. Ok. How to Have Sex. C'est vachement bien. Je connais pas du tout pour le coup. De le voir. Franchement, c'est vachement bien. Ça parle de. C'est un groupe d'adolescentes, enfin, fin d'études. Et ils partent fêter ça pour faire en spring break. Donc, tu sais, faire les soirées, machin, sûrement en Espagne. Je sais pas où ils sont. Le spring break, c'est les vacances de printemps pour les Américains. Et souvent, c'est des moments où ils vont en Floride pour boire massivement de l'alcool. Ouais. Exactement. Mais le but, c'est de faire la fête. Et pas parmi les adolescentes du groupe, il y en a une qui est vierge et qui veut à tout prix perdre sa virginité. Merci pour les mots. Parce qu'ils viennent pas là. Non, mais là, t'inquiète, j'ai un cerveau annexe. Je communique par télépathie. Et en gros, ça part en couille. Voilà. Je peux pas trop vous dire parce que c'est le but du truc, mais c'est vachement beau. Très bien joué. Le personnage est intéressant. Ça parle du mal-être de la jeunesse et du fait que la recherche de la sexualité à tout prix alors que t'en as pas envie, quoi. D'accord. Ce genre de truc-là. D'accord. Ça parle de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, je pense. C'est très beau visuellement. C'est assez dur. Parce qu'il y a quand même des scènes. Je pense pas que tu vas. Ouais, je regarderai sur DasDuckDuck quand même. Fais ça. Et non, c'est bien parce que c'est parler de ça, il y a des choses que je pense pas avoir déjà vues ailleurs. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, finalement, c'est un film qui adresse le mythe autour de la virginité. En plus. Enfin vraiment, c'est un désastre. La pression autour des jazz, ça n'existe pas vraiment. Enfin, physiquement, Pop Your Cherry, ça n'existe pas. Enfin voilà. Et la pression qu'on fout sur les jeunes, c'est terrible. Le nombre de personnes qui se sont forcées à avoir des rapports sexuels par pression sociale, ça on voit ça dans la série Euphoria. Ouais, ça c'est vachement bien dit. Ça j'aurais pu prononcer le speech en une phrase comme tu viens de faire. C'était exactement ça. Non, mais sociale sur la première. Tout ce que j'ai dit en introduction, c'est vrai qu'il y a réalité. C'est-à-dire que finalement, les gens vont dire, mais c'est pas elle qui devrait faire finalement tout le podcast et vous être invité de temps en temps. D'ailleurs, je vais t'en faire un. Allez, va. Je voulais terminer là-dessus. Ah merde. Merci. Bah tu me dis rien aussi. Tu me parles plus. Pardon, donc du coup on a complètement coupé. Non, je disais qu'il y avait le personnage de Kat dans Euphoria, je crois que c'est dans le premier épisode justement, qui perd sa virginité parce que une des autres gamines du lycée lui dit Go catch a dick, it's not the 80s. Voilà, il faut vraiment que tu baisses, quoi, c'est important. Je l'aurais mis Euphoria dans quelque chose de féministe, je ne sais pas. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, sur...
Alors j'ai un truc je reviens toujours au personnage ou au dialogue, moi il y a un truc quand même, bref. Ouais. Donc les personnages, C'est quand même une grosse partie. Donc, tout ce qui est d'ailleurs assez culture du viol, il y a une scène de viol, je trouve, qui est Ouais. extrêmement difficile, pour moi en tout cas, Oui, dans sur le les début de nudes Euphoria. aussi, Sur les toutes nudes, toutes les formes de violation. Ouais, et de complètement, violation de sexuelle. l'intimité, sans que ce soit forcément nommé comme ça. Celui dont je parle d'ailleurs n'est jamais nommé comme ça. C'est presque enrobé de ses consentis en fait. Tu parles celui du premier. Ouais. Euh, Le premier entre. J'ai pas le. 12. Ouais, exactement. Ah oui, ah si, si. C'est plus jamais. tard. Ouais. Plus tard. Au début, c'est très romantisé, je trouve. Ah oui. Ouais. Ah. Jusqu'à ce que quand on en avait parlé à certaines amies, plutôt de tes amies à toi d'ailleurs, D'accord. de tes amies à toi, il y en a une qui m'a dit je l'ai pas du tout vu comme ça. Ah. Et moi j'étais en mode je ne vois pas comment c'est possible, mais d'accord. Mm. Bref, sur la transidentité aussi, alors là du coup Ouais. je vais vraiment au-delà du féminisme, mais je mets toutes les femmes trans ou pas Bah, comme mais des c'est femmes. ça, Donc du coup, pour moi c'est aussi, j'avais pas vu un personnage comme ça. Moi, jamais. C'est le premier personnage trans comme ça. Voilà, qui m'a vraiment bouleversée aussi. Et donc, pareil, je l'ai trouvé assez... Donc, par contre, dans ce combat, il y a beaucoup une idée d'innovation. On n'a jamais vu ça. On le dit beaucoup, là... C'est marrant que tu dis ça, parce que Sam Levinson, donc le créateur de Euphoria, a été faxé par tout le monde à cause de sa dernière série, la The Idol. Quelle merde! Qui est l'inverse du féminisme. Mince! C'est vraiment honteux! J'ai pas vu. Oui, non, mais ne regarde pas. Non, mais j'ai pas vu cette vidéo. Mais à tel point que moi, je me suis demandé s'il allait pouvoir réaliser la saison 3 de Euphoria. Mais il faut le... Parce que c'est étonnant comparé à Euphoria. Franchement, c'est l'idole, et c'est vraiment... C'est honteux, il n'y a pas d'autre mot. Et D'accord. la fin, ouais. c'est une des pires fins que j'ai vues de ma vie. Bah ouais, je verrai pas ça. C'est une des pires fins qui prend le contre-pied de ce qu'il aurait dû faire, mais contre-pied. On n'a jamais vu de virage à droite comme ça. Vraiment, il fonce dans le mur. Même pas dans ma présence. Oui, aussi. Non, là, c'est chaud. Parce que j'aime bien Désolée, je poursuis sur Euphoria, mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans Euphoria, c'est le personnage de Maddie. Maddie qui veut être une femme au foyer, qui ne travaille jamais. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez féministe dans ce choix-là de... En fait, le féminisme, c'est d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Tout si à fait. tu veux travailler, tu veux. Si tu veux être femme au foyer, tu peux aussi. Et vraiment, ce personnage qui fait des choix de tradwife, enfin vraiment ultra... et qui s'objectalise. Et enfin, on la voit regarder du porno pour s'entraîner à performer dans le sexe, etc. Mais il y a quand même ce truc de, mais en fait... c'est ce qu'elle veut. C'est ça qu'elle souhaite. C'est toute l'ambiguïté parfois de ces questions du féminisme, parce que c'est une biatch et elle veut être une biatch. Et ça sera la meilleure biatch du monde. Elle ne peut exister autrement que par son corps et sa sexualité. Et en même temps, je pourrais comprendre qu'on dise, mais du coup, ça l'enferme dans... Tu vois ? Oui, bien sûr. Je pourrais comprendre l'argument inverse, quoi. Je sais pas si c'est une série qui t'a donné envie, pas du tout. Si, ça m'a donné envie, c'est juste que j'attends que ce soit fini avant de commencer. D'accord. Parce que ça va me saouler d'attendre. Ok. C'est vrai que l'attente est très très Je sais pas du tout si t'aimerais, je me rends pas compte. Je sais pas du tout. Moi, c'est le seul problème que je pense que je pourrais avoir. On est vraiment dans l'anticipation du problème. Ça va pas du tout. Je pense que le fait que ce soit des lycéens, genre. Ah mais bon, moi ça en est pas, j'arrive pas à les mettre dans la case lycéen, c'est trop drôle. Non plus, en mode c'est faux en fait, c'est fake, c'est pas des lycéens. En fait, le lycée est un prétexte, et d'ailleurs on voit ça dans la saison 2 où il y a cette finale avec le théâtre. La série est très consciente d'elle-même vis-à-vis de ça, que c'est pas vraiment des lycéens. Tout est tellement exacerbé. Complètement. Et tu vois, c'est le genre de truc où j'aurais un problème avec ça. Alors, me dire, c'est des lycéens. Alors que, non, pas du tout. Tu dis jamais que c'est des lycéens. Ils ont pas des gueules de lycéens. Je suis vraiment coincé sur le contexte, moi. Je suis vraiment quelqu'un de très débile là-dessus. Pour moi, ils l'ont utilisé parce que le lycée, l'école en général, c'est un grossisseur de la société. Enfin, tu sens qu'ils l'ont. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il a vraiment été utilisé comme ça. La série avec les lycéens, ça marche bien, quoi. Oui, et puis il joue avec les codes, le code du jock, donc le sportif. Ouais, complètement, c'est vrai. En fait, c'est très pratique de mettre un film au lycée parce que tu peux avoir des personnages qui sont caractérisés avant même qu'ils aient une personnalité. Très archétype, quoi. C'est ça, mais qui vient casser aussi d'une certaine façon. Enfin, c'est pas si linéaire, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et alors, pour le coup, Cédric, c'est un truc que tu peux ramener souvent, donc esthétiquement, rien à dire. Quoi. Il est magnifique. C'est le premier point dont je parlais. D'esthétique. Mais moi, c'est toute ma cam. Enfin, vraiment, c'est... Ah ouais, je pense que tu pourras être sensible. Ouais.
Vous inquiétez pas, mouvements c'est de fini. caméra. Je vous fais un petit post. Ouais, mais ça sera fini cool. en 2028, quoi. Donc, C'est pas grave, on sera toujours là en 2028. on sait pas, hein, peut-être le climat, hein, tu sais. Ouais, mais bah, en sortant, bam, le 411. Bon, sur ces notes positives, Oui. est-ce que tu as d'autres... nous, on boit tes paroles, hein, globalement. Tu as d'autres films, d'autres... J'aimerais bien parler de stand-up. Ok. J'écoute de comédie stand-up. Je sais pas si vous êtes friand de ça. J'ai du mal. Ok. Alors, j'ai pas du mal, mais j'ai pas beaucoup de connaissances, par contre. Moi, j'essaie, et il y en a très peu qui me font marrer sur une. D'accord. Au bout d'un moment, je suis en mode Ouais, facile, quoi. ok. Bah, moi, en fait, j'ai envie de vous parler de Baby Cobra, donc le premier spectacle de Ali Wong, qui est paru sur Netflix. Et en fait, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Et elle... Enfin, comment dire? Bon, C'est Mathilde me l'a montré. extraordinaire. Pardon. Tu me l'as montré. Ouais, alors, bah, tiens, vas-y. Ah non, d'abord tu présentes. Ah non, mais bah, en fait, c'est juste qu'elle présente des idées le moins féministes du monde, mais sur le prisme de l'humour et du sarcasme, et au final, son propos est archi-féministe. Et en fait, elle oscille, donc avec évidemment l'humour noir, le mauvais goût, parfois des blagues franchement un peu hardcore, et Ouais. un peu limite, en étant enceinte jusqu'aux yeux, en se roulant par terre, et vraiment, c'est unhinged, c'est vraiment chaotique, et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup trop rire. Mais par exemple, elle dit que elle pense que sa place sur Terre, c'est de faire découvrir leur prostate à le plus d'hommes possible. Enfin vraiment, genre elle dit c'est sa passion. Elle parle de son mari, comment elle l'a rencontré. Elle dit en fait, je voulais le piéger. Parce que voilà, j'avais compris qu'il avait fait Princeton, machin, qu'il avait fait une super université. Et moi, mon but dans la vie, en fait, elle commence ce spectacle comme ça, c'est d'être femme au foyer, de poser mon cul sur les chiottes toute la journée en scrollant Netflix sur mon iPad. C'est pour ça que je suis enceinte, c'est pour ça que j'ai épousé mon mec. Je vais être à l'abri pendant le reste de mes jours. Et voilà, ça va être ça tout son spectacle. Et du coup, elle explique comment elle l'a piégé. Donc elle dit voilà, je lui ai fait croire que mon corps était un jardin secret, alors qu'en fait c'est plus un parc public visité par pas un mais deux SDF. Oui, bon, désolé, mais la différence entre les SDF et les hipsters maintenant, elle est vraiment difficile à faire. Enfin, voilà, c'est Ali Wong, quoi. Oui, je me souviens, ça fait quelques années hein, quand même que tu me l'as montré celui-là. Ouais. Moi j'avais beaucoup aimé, mais c'est pareil, hein, moi j'aurais envie d'avoir ton avis, Cédric, c'est con, mais du coup maintenant j'ai envie que tu vois ces trucs-là et que tu me dises ce que t'en penses. Bah, balancer une liste, hein. Carrément. Alors, petit moment chaotique, est-ce que Cédric, tu peux tenir mon micro s'il te plaît? Je vais brancher l'ordinateur que j'ai oublié. Merci. Vous m'entendez là et là maintenant. Ah. Je suis pas sûr que je puisse faire ça avec le Et montage, mais on va essayer. Bam, bam. Peut-être que ce sera coupé, peut-être pas. Mais en tout cas, elle a fait un deuxième spectacle après la naissance de son premier enfant, où elle est enceinte de son deuxième enfant, et où elle parle d'accouchement et de maternité. Je pense que si t'as pas, enfin voilà, si t'as envie d'avoir des gosses, ça peut te calmer. D'accord. Bah, pour l'instant, c'est Si pas... vous êtes pas sûr, regardez les 2 premiers spectacles d'Ali Wong, et on en reparle après. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est jamais, hein. Tu cherches une prise, vas-y donne. Je vais le brancher derrière. Bonsoir. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Cédric, Ouais. est-ce qu'il y avait quand même... Oh là, il faut que je trouve une autre. Non, faut pas que tu trouves, c'est si t'en as que t'en as envie de parler Et d'une toi autre. quand même? Moi j'ai balancé mes personnages, ok. voilà, moi c'est l'élément chaotique de l'épisode. Oh. Ah, Alors, je peux prendre le contre-pied. oula, Ouais. oula. J'adore les compliqués. Un film qui est souvent cité comme féministe. Ah, Et que moi, je trouve ça Pas féministe? insignifiant, Ah, plutôt. oh là là. Portrait de la jeune fille en feu. Ah. Je vais faire des ennemis, désolé. Ouais. Pour moi, le seul truc qui fait que c'est féministe, c'est que ça parle d'un couple lesbien. Lesbien. Oui. Sinon, l'histoire, c'est un couple interdit, Oui. comme on en a fait des centaines, Mm. et c'est lent, et on se fait chier. Ouais. Par contre, il joue bien. C'est Et voilà, Noémie Merlan. Ouais. Ok, d'accord, tu gères, meuf, y a pas de Mm. souci, je te serre la main, prends ton César, Mm. et bonne chance. Il y a une hype autour de ce film. Alors moi, je l'ai pas vu parce qu'on m'a trop... comment dire? Enfin, je sais pas, on m'a trop parlé. On m'a trop Ouais, hypé. faut prendre un peu de temps dans ces cas-là, je suis d'accord. Et en fait, du coup, j'ai la flemme. J'ai l'impression d'avoir vu le film avant même de la... Enfin, Ah oui, tu parce vois, que c'est un film générique, Oui. mais tu mets des lesbiennes à la place. Ouais. Bah, ouais. D'accord, c'est un couple interdit, ou peut-être, ouh là là, attention, Mhm. non, on en a Ouais. vu 100. Ouais, mais est-ce qu'on a beaucoup de représentations de couples lesbiens? Ça, c'est cool, par exemple. Ah, C'est le point positif. Ouais, parce qu'on a dit On beaucoup plus de ça, hein. représentation. C'est ça. Mais tu peux représenter en écrivant mieux, quoi.
C'est pas genre j'écris une histoire comme on a vu tous les jours, mais en fait je change, tu vois. Et je mets deux personnages. Mais est-ce que c'est pas aussi très parce que c'est porté par Adèle Haenel, je sais plus comment on dit son nom. Je sais pas du Et tout. que Mais voilà, c'est quand même la aussi, ouais. figure de proue qui défend le féminisme là dans le cinéma français. C'est elle qui s'était levée quand Polanski avait eu et qui avait quitté la salle en disant la honte. Enfin, il y a aussi, elle porte beaucoup, je trouve, voilà, de cette colère envers l'impunité des violeurs et des agresseurs dans le cinéma français. Elle a bien raison, Ah oui, mais ça moi, fait j'étais pas, très ça en heureuse fait quand elle pas a fait de ça. ce film-là un bon film. Non, mais elle joue très bien comme aussi. elle est dedans, peut-être que Les le deux film jouent très a, tu vois... Ouais, peut-être. Je sais pas, je l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment en parler, mais j'ai eu la flemme en fait. Bah, Tu vois, je fais tu as un film générique au très très lent, générique. Est-ce que t'as un contre-pied, Mathilde, du coup, aussi? Là-dessus spécifiquement Ouais, ou... on te l'a vendu comme ça, comme un film féministe, et quand tu l'as regardé, t'as dit... Après, ouais. il est peut-être il est féministe, mais moi je vois pas ce que ça change. Oui, d'accord. À part la représentation des couples lesbiens. Ouais, ce qui est très rare, globalement. C'est déjà pas mal, Mais on va oui. pas se mentir. J'entends. Mais voilà. Alors moi j'ai un contre-pied du contre-pied. Ouais, C'est que il y a un film qui J'adore. m'a surprise parce que pour moi il est féministe, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Enfin personne ne s'y attendait. C'est Mad Max Fury Road. C'est que voilà quand même. Alors si parce que du coup je trouve que les personnages féminins tous auraient pu être des archétypes qu'on retrouve dans le cinéma. Donc ça aurait pu être des victimes en détresse. Elles auraient pu être ultra sexualisées. Il y a quand même cette scène où Max, il n'a pas vu d'être humain depuis 20 ans dans son désert, et t'as les femmes qui sont censées être les plus belles et les plus fertiles, qui sont en train de s'asperger d'eau. Elles ne sont à aucun moment sexualisées dans ce plan. Et en fait, toutes ces femmes sortent des archétypes, notamment ce que tu disais sur le personnage de femme forte. Souvent, on va voir dans les cinémas d'action des femmes fortes avec énormes guillemets, donc des femmes qui vont avoir des attributs masculins, elles vont avoir des muscles, pour citer encore une fois... voilà, exactement. Mais aussi Alien 2 où t'as Vasquez. Enfin voilà, exactement, Michelle Rodriguez, t'as tout dit en fait. Et pareil en fait, elle rentre pas, aucun des personnages ne rentre dans ça non plus. C'est pas des demoiselles en détresse, c'est pas forcément des victimes dont on a vu les abus, parce que ça c'est encore un autre type de victimes ou de représentation de femmes dans le cinéma, c'est le revenge porn, donc des femmes de victimes de viol qui vont tuer leurs agresseurs, les chercher, les traquer, etc. Là, on ne voit pas les violences qui sont perpétrées à l'écran pour ces femmes, on le sait qu'elles ont été faites, et en fait finalement leur vengeance est-elle vraiment une vengeance ou est-ce que c'est une émancipation, tu vois? Et en fait, je trouve que dans tous les personnages féminins, elles sont débrouillardes. Elles sauvent la situation à plusieurs moments. Elles sont hyper courageuses. Elles savent utiliser des armes. Elles gardent des grêles. Enfin, en fait, elles sont toutes intelligentes. Elles ont toute une caractérisation. Et surtout, la véritable protagoniste du film n'est pas Max. C'est Furiosa. Oui. D'ailleurs, faut une suite. C'est ce personnage-là qui voilà, et en plus qui pourrait être une Vasquez ou une Michelle Rodriguez, parce qu'elle a le crâne rasé, etc. Mais pas tant, elle a aussi... Enfin, tu la vois, elle crie, elle pleure, elle a tout le panel des émotions humaines. Je sais que c'est un film que t'apprécies pas particulièrement. Je l'ai pas fini. Je me suis ennuyé. Ouais, je sais que t'as pas forcément apprécié. Comment t'as pu t'ennuyer devant Mad Max Fury Road? Je sais pas, il se passe rien. Le film le plus adrénalisé du monde. Il se passe... Attends, mais tu l'as vu au cinéma? Je l'ai vu chez moi. Ah, c'est peut-être ça aussi. Je pense qu'au cinéma, ça fait un effet vraiment... Le son, Peut-être, ouais. Peut-être. Et malgré tout, est-ce que tu as pu voir ça, même si tu l'as pas fini, tu vois, est-ce que tu te dis oui... Oui, c'est des bons personnages féminins, mais je trouve que l'histoire est tellement... Alors, moi, je l'ai pas vu au cinéma et j'ai été galvanisé. Enfin, j'ai adoré, j'étais galvanisé de fou, donc je sais pas, moi, l'histoire, elle m'a pas... Ça t'a pas intéressé, quoi. Vraiment, j'ai fait peut-être 1 heure et j'ai fait, bon, c'est bon. Moi, j'adorais le fait que le personnage principal, il parle pas, en fait. Il grogne, quoi. Ouais, il grogne. Et je sais pas, moi, c'est un truc que j'ai... Mais en effet, hein, il a pas... mais en fait, s'il était pas là, ça changerait rien. Non, ça changerait rien. Ça changerait rien. Voilà. Puis t'as cette scène qui montre tout, où en fait il a un fusil à lunettes, il lui reste très peu de munitions et il faut qu'il tire sur la cible et il faut qu'il l'ait, quoi. Et en fait il rate une fois,
il rate 2 fois et il donne le fusil à Furiosa parce qu'il sait que elle va réussir et elle y arrive. Vraiment, genre, et vraiment, il a ce moment où il passe le fusil. Enfin, tu sais, c'est pas dit, mais vraiment, et ils se le disent pas. Mais enfin, je sais pas, moi, ça m'émeut un peu. Mais je suis facile un peu, je pense. Il m'en faut peu. Pour être ému. Arrête de justifier, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé ça que toi t'as pas le droit d'adorer. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi ce film que tu m'avais montré, quoi, aussi. C'est vrai qu'il y a un point commun avec tous les films que t'as vus récemment. Ouais, que j'ai vu globalement. Moi je voulais, parce que là pour le coup on l'a vu tous les trois, on a apprécié tous les trois. Est-ce que Fleabag rentrerait Bien sûr. là-dedans? Évidemment. Il n'y a pas de discussion possible. J'aimerais bien qu'on lui fasse un petit hommage. Et comme nous, on est nuls pour contextualiser, j'aimerais bien que Mathieu, tu contextualises. On parle de la version française ou pas? Non, alors là, on se tait. Là, j'ai envie de crever maintenant. Let's go. Donc Mathilde, c'est à toi. Donc Fleabag, produit, réalisé, écrit par Phoebe Waller-Bridge, britannique, qui raconte l'histoire... Ouais, notre mère à tous, je pense. Mother, the Originate. Et vraiment, du coup, ça raconte l'histoire... non, tu me fais rien, c'était... Ça raconte l'histoire d'une meuf complètement paumée, qui évolue un peu sans but, quoi. Elle existe plus ou moins par sa sexualité. Elle est extrêmement sarcastique. Et on va plus ou moins découvrir son histoire et pourquoi elle est comme ça à travers des flashbacks et à travers la découverte de ce personnage finalement assez chaotique. Elle est passionnante, elle est fascinante dans son ironie, dans son humour noir. Il y a un côté presque dépressif, je trouve. Complètement. Notamment la première saison. Totalement. Et voilà, chose que tu préfères au monde dans Fleabag, elle brise le 4e mur. C'est-à-dire qu'elle nous prend... Ah oui, cette scène chez la psy, dans la saison 2. Où vraiment, elle est chez la psy, elle fait sa séance et tout, et elle fait référence à nous, en fait. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Pourquoi vous aimez cette série et pourquoi elle est féministe selon vous? Alors... donc j'adore cette série aussi. Moi je vais utiliser qu'un prisme, comme ça on va pas aller trop loin, mais il y a la relation sœur. Je la trouve incroyable. Sororité, mais avec toute la complexité qu'il y a derrière, avec tout l'ambivalence entre les deux, le fait que en même temps elles s'aimeront, elles sont un allié, et en même temps de temps en temps ça reste des rivalités compliquées. Ça se fout grave sur la gueule. C'est une relation entre deux femmes que j'avais jamais vue et que j'ai trouvé... parce que je crois que le moment où arrive la sœur, c'est le moment du coiffeur. Je crois que c'est comme ça qu'elle est présentée. Il faudrait que je la revoie. Non, ça c'est la saison 2. Ah mince. Non, en fait, elle est présentée justement parce qu'elle est sur une conférence féministe. Ah oui, c'est vrai. En fait, elle se retrouve et du coup, la meuf de la conférence, elle dit oui, qui serait prête à perdre 5 ans de sa vie pour le soi-disant corps parfait? Et c'est les deux seules qui l'aiment. Et elle lui dit oui, bad feminist. Voilà, donc moi je le prendrais sous ce prisme-là. C'est ça que j'ai trouvé très très intéressant. Et c'est ce que j'ai trouvé féministe aussi dans cette série. Ouais, ce lien entre sœurs. Ouais. Rien que le personnage de base de la meuf paumée, mais qui fait n'importe quoi sexuellement ou qui essaye de s'amuser pour oublier. Je sais pas, il y a trop de trucs. Et qui est en pleine possession de sa sexualité. Elle est très drôle, elle fait ce qu'elle veut avec les mecs, elle a pas peur de critiquer tout le monde. Non, je trouve que le personnage est fort. Ouais, incisive, c'est bien comme mot. Incisive, c'est archi bien comme mot. Putain, tu devrais écrire des bouquins. Ah bon? Moi, je dirais, hein. Vas-y, commence. Ah, puis c'est ultra bien réalisé aussi, on va pas se mentir. Ouais, c'est au poil. Finalement, j'ai l'impression que ce dont on parle en fait, c'est beaucoup de personnages, de trucs qu'on n'a pas beaucoup vus, de personnages forts qui soient finalement... Parce que finalement, quand un personnage féminin n'est pas dans les archétypes féminins, les personnages masculins en face non plus, ne sont pas dans les archétypes masculins. Ah, je suis pas d'accord. Ah bah, de ce qu'on a parlé, je trouve... pour ça. D'accord. Alors, évidemment, il doit y avoir 1000 contre-exemples. Je veux dire, en tout cas, j'ai l'impression que même les personnages masculins sont élevés quand on essaye d'élever un peu le niveau des personnages féminins. Du coup, je
parlerait, je crois, de cinéma humaniste, c'est-à-dire qui arrête d'aller dans les archétypes, dans les trucs très stéréotypés hollywoodiens, blablabla, et de personnages, et finalement ça rejoint ce qu'on s'était dit la dernière fois, Cédric, je crois, la dernière partie de notre dernier épisode de N-Pop, tu parles on en a marre qu'on dise que c'est la première femme noire qui a fait, sans jamais creuser. Et au bout d'un moment de dire, en fait, ce qui compte pour nous, c'est l'écriture, le personnage, etc., etc. Qu'il y a une multitude de sex-genres, ça c'est hyper important. Mais je crois qu'au-delà du cinéma féministe, on va même un peu plus loin que ça, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, un bon personnage, c'est qu'il n'est pas défini ni par son genre, ni par sa sexualité. Mais qu'on puisse tout montrer. Oui. Voilà. Que ce soit pluri. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, après, je trouve que t'as forcément une influence de... Si t'as un personnage de femme dans la société contemporaine, t'auras forcément une influence de ce que c'est d'être une femme dans cette... tu vois tu vois, par exemple, Fleabag, si ça avait été un mec, ce serait juste un fuckboy, en fait. Enfin, il serait détestable, il serait beaucoup moins aimable. Je pense qu'elle a aussi notre sympathie parce que c'est une meuf. Intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de... Elle est très universelle, moi, je trouve, d'ailleurs, en vrai, de vrai. Oui, mais il y a quelque chose de très provocateur et nouveau et assez rafraîchissant de voir une femme qui se revendique comme une slut, comme une salope, qui adore le sexe, qui recherche le sexe, parce que c'est féministe, parce que justement, c'est empouvoirant, etc., c'est reprendre possession de sa sexualité. Un mec qui ferait ça... Bah, du coup, ce serait juste un mec normal, quoi. Mais parce que c'est une femme, dans la société actuelle, bah, c'est féministe. Tu vois. Bien sûr, mais tu vois, là où, du coup, il y a la fille... Enfin... Donc, il y a des rôles masculins extrêmement, d'ailleurs, stéréotypés dans Fleabag. Mais à côté, t'as le prêtre. Et en fait, c'est à la fois... Voilà. Bien, cookie. Il a fait du choix en Sherlock aussi. Oh oui. À la fois, c'est sortir des archétypes féminins, c'est de pouvoir montrer des femmes qui ont une sexualité complètement libérée, etc., et à la fois montrer des hommes qui sont pas du tout là que pour leur sexualité. Tu vois, c'est pareil. En fait, moi, c'est pareil dans l'autre sens. Mais c'est ce que tu disais ça va influencer les personnages masculins autour. Pas toujours, je dis ça de manière trop généraliste. Mais je pense que de temps en temps, ça l'est. Dans Fleabag, oui. Et dans Pauvre Créature aussi. Oui. T'as un personnage masculin qui casse des codes grâce au personnage féminin d'une certaine façon. Oui, quelque part. Même s'il avait ça en lui de base. Ouais. Je pense qu'il aurait été comme ça. Oui, complètement, bien sûr. Mais au cinéma, je veux dire. Là, ça permet ça. Et qu'il y aura même des personnages masculins auxquels des hommes vont enfin pouvoir plus s'identifier que ce que vous avez eu aussi, en fait, finalement. Ouais, clairement, parce que pour moi, le sujet principal de Fleabag, c'est comme la dépression, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, ça parle aussi beaucoup de dépression. Le trauma, ouais. C'est un peu... Et je pense que tu t'identifies beaucoup à elle. Pour ça que je dis, elle est un peu universelle. Oui, parce que c'est le sujet, vraiment, le sujet, il parle à tout le monde, tous ceux qui ont été... Moi, j'avais une amie qui m'avait dit qu'elle trouvait l'héroïne détestable et qu'elle ne pouvait pas s'identifier à elle. Mais je pense qu'elle peut être détestable. Moi, j'aurais pu avoir ce truc-là détestable si elle me parlait pas. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Parce que comme elle te parle, tu comprends vachement plus de choses de pourquoi elle réagit comme ça. Elle est vulnérable à toi aussi, il y a une connivence. Voilà, c'est ça. T'as l'impression de partager un truc et tu dis putain, il y a un lien spécial avec moi, elle me dit un truc qu'elle ne dit pas à quiconque. Mais je comprends ton amie d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Je peux entendre qu'elle ait un côté... Elle est responsable de la mort de sa meilleure amie. Oui, bien sûr. Spoiler. Alors j'ai juste... ça va. Regardez quand même. Sorti en 2014. Oui, c'est moi, je rigole. Regardez quand même, voilà. Je voulais finir sur cette œuvre-là, en tout cas. Donc, à la base, je voulais ouvrir la fin de ce podcast là-dessus. C'est pas grave. En tout cas, si vous avez apprécié l'analyse, alors qui est très... l'analyse de Mathilde, mais qui devient très bas de gamme parce que nous deux on est là, du coup on baisse un peu le niveau, tu vois. C'est pas vrai. En plus, vous allez être invité sur mon podcast aussi. Donc, let's go. Si vous avez apprécié quelque chose de plus organisé, méthodologique, analytique finalement. Fait par une Capricorne finalement. Fait par une Capricorne. Bien, je vous conseille de suivre les actualités de podcast et de attendre patiemment le premier épisode du podcast de Mathilde qui s'appellera, mais je te laisse l'honneur de le nommer évidemment. La CNG est là. Qui va s'appeler J'ai un truc à te montrer. Voilà, donc qui parlera de cinéma. Merci à tous
Bah, de rien. Merci de Merci nous à avoir vous. écoutés. Merci à vous de m'avoir invité. C'était, je pense, la meilleure heure de toute ma vie. Toujours dans les Là, superlatifs. vous avez refait mon stock de sérotonine et de dopamine pour au Avec moins une plaisir, semaine. avec plaisir. Je le dis à chaque fois, même s'il y a pas grand monde, mais c'est pas grave, je le dirai. Si vous avez des œuvres, si vous avez des conseils, nous on Si est vous voulez clients nous de ça. insulter aussi. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, nous on adore les gens qui sont pas d'accord avec nous. Nico, petit big up. Prochain débrief à la fin de cet épisode. Merci en tout cas d'écouter et de nous faire des retours comme ça, c'est vraiment chouette. Voilà, Au revoir. au revoir. Bisous. Merci en tout cas d'écouter et de nous faire des retours comme ça, c'est vraiment chouette. Voilà, Au revoir. au revoir. Bisous.